La famille Wilson n'aurait jamais imaginé qu'un simple dîner de Saint-Valentin improvisé dans une chambre d'hôpital deviendrait leur dernier moment normal ensemble. Emily Grace Wilson, autrefois l'étoile de l'équipe de cheerleading de Jefferson Middle School, reposait désormais entourée de machines devenues presque aussi familières que des meubles au fil de ces 8 derniers mois. Sa maladie auto-immune lui avait volé son énergie, son appétit et ses rêves de compétition nationale, mais jamais son esprit combatif. Jusqu'à ce soir, assise dans son coin habituel, Margaret Maggie Wilson, 78 ans, égrenait son vieux chapelet, les perles lissées par des décennies de prières. Cette veuve avait hypothéqué sans hésiter la maison de son défunt mari lorsque les factures de médical avaient franchi la barre des 6 chiffres, répétant à qui voulait l'entendre: cette gamine a plus de rage de vivre qu'un chat sauvage acculé, exactement comme son grand-père. Son passé d'infirmière dans les années 70 l'avait naturellement désignée comme la traductrice médicale de la famille. Bien que la médecine moderne ait largement dépassé son époque. Robert Bobby Wilson, 47 ans, faisait les 100 pas dans la petite chambre comme une bête en cage, ses mains calleuses, profondément enfoncées dans ses poches, qui ne contenaient rien d'autre que des miettes d'inquiétude. Ouvrier à l'usine automobile le matin, livreur de pizza le soir, et manœuvre sur les chantiers, le week-end quand son dos tenait le coup, il enchaînait 3 emplois, chaque dollar disparaissant dans le gouffre des dépenses médicales. Mais jamais il ne s'était plaint. Un homme subvient aux besoins de sa famille, répétait-il en écho aux paroles de son père. Son diplôme de lycée paraissait insignifiant face aux termes médicaux incompréhensibles lancés chaque jour, mais son amour pour Émilie valait un doctorat en détermination. Le souvenir de ce berger allemand devint bien plus qu'une mémoire familiale. Il devint une légende médicale et humaine. Des générations d'enfants hospitalisés apprirent son histoire. Et certains demandaient en souriant: « Est-ce que Kaiser va aussi venir veiller sur moi cette nuit ?» Émilie, devenue jeune adulte, répondait toujours la même chose, avec ce sourire triste et lumineux. Il veille déjà, parce qu'il vit dans chaque chien qui t'aidera et dans chaque personne qui croira que l'amour est une médecine. Et ainsi, l'histoire d'une enfant condamnée et de son chien fidèle se transforma en héritage éternel. Kaiser, le berger allemand qui avait défié la mort, n'était plus de ce monde, mais son souffle continuait dans chaque battement de cœur sauvé. Et Émilie, qui avait autrefois lutté pour simplement survivre, marchait désormais sur la route qu'il avait ouverte, déterminée à guérir les autres. Car au fond, le miracle n'avait jamais été qu'Émilie vive. Le miracle, c'était qu'un chien, par sa fidélité et son amour, ait changé la médecine, la justice et le destin de milliers d'enfants. Et cette vérité, simple et bouleversante, résonnait désormais dans chaque hôpital, dans chaque famille, dans chaque cœur. L'amour est le plus puissant des remèdes, et parfois il porte 4 pattes. La stridente alarme du moniteur cardiaque déchira le silence glacé de la Saint-Valentin comme une sentence de mort, et la tasse de café du docteur Margaret Holbrook s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres lorsque les chiffres sur l'écran de chevet d'Emily Grace Wilson tracèrent une réalité qu'aucun enfant de 12 ans ne devrait affronter. 3 minutes. C'est tout le temps qu'il restait avant que l'arrêt cardiaque complet n'emporte une autre vie sous sa surveillance. Cela n'était pas censé arriver si vite. L'état auto-immun de la fillette avait été stable depuis des semaines. L'infirmière Betty Ann Johnson, avec ses 40 années d'expérience en pédiatrie, recula d'un pas, son assurance s'effondrant tandis que les machines entamaient une funèbre symphonie de bips et d'alarmes qui résonnaient dans l'unité de soins intensifs du Children's Hospital de Denver comme des cloches mortuaires. Derrière la vitre givrée, la grand-mère d'Emily, Margaret Maggie Wilson, posa ses mains parcheminées contre le verre, se souvenant de ses rires, quelques heures de plus tôt, lors du dîner de la Saint-Valentin lorsqu'elle avait parlé de son rêve de devenir vétérinaire, ses yeux illuminés d'espoir. Le blizzard qui s'abattait dehors semblait refléter le chaos intérieur, comme si la nature elle-même retenait son souffle. « Faites entrer la famille immédiatement », ordonna le docteur Holbrook, sa voix ferme malgré le tremblement perceptible de ses mains, consciente qu'elle allait prononcer des mots capables de briser 3 générations de la famille Wilson. Comment avait-il pu manquer les signes? Et pourquoi ce berger allemand garé sur le parking hurlait-il comme si son cœur était en train de se briser? Laissez un j'aime si cette aventure vous a touché et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant de quelle ville vous nous regardez. On continue la suite. Le docteur Holbrook, à côté d'Emily, prit la parole. Elle avait vieilli en 6 mois.
mais ses yeux brillaient d'une énergie nouvelle. « J'ai passé 30 ans à pratiquer la pédiatrie, dit-elle d'une voix grave, mais jamais je n'avais vu une démonstration aussi claire de ce que nous avons négligé, les dimensions émotionnelles et animales du soin. Nous avons des scanners, des laboratoires, des médicaments sophistiqués. Mais parfois, la réponse se trouve dans la chaleur d'un chien qui refuse d'abandonner son maître. » Dans les jours qui suivirent, la commission adopta plusieurs mesures historiques. Création d'un registre national des essais cliniques expérimentaux, obligation de transparence pour les assureurs et surtout, financement fédéral pour des programmes de chiens de détection médicale dans les hôpitaux pédiatriques. À Denver, un nouvel étage fut inauguré à l'hôpital pour enfants. L'aile de thérapie animale Kaiser. Des photos de l'animal ornaient les murs et plusieurs chiots en formation s'y promenaient déjà avec leurs éducateurs. L'inauguration réunit familles, médecins et même certains des 47 enfants rescapés. Émilie, vêtue d'une robe bleu ciel, coupa le ruban rouge avec une paire de ciseaux trop grands pour elle, Kaiser assis sagement à ses côtés. « Ce n'est pas mon aile, dit-elle devant l'assistance émue. C'est celle de tous les animaux qui vont aider des enfants à guérir, comme Kaiser m'a aidé. » Le quotidien de la famille Wilson avait radicalement changé. Bobby avait quitté 2 de ses 3 emplois, se consacrant désormais à sensibiliser d'autres pères à l'importance de défendre leurs enfants face aux décisions médicales et administratives. Sarah écrivait un livre retraçant leur épreuve, les bénéfices devant financer une fondation pour offrir des chiens de détection à des familles défavorisées. Maggie, toujours vive malgré ses 79 ans, était devenue une sorte de grand-mère adoptive pour plusieurs familles de l'hôpital, organisant des groupes de soutien dans son salon de Denver. Et Emily, surtout, avait retrouvé une vie d'adolescente. Elle allait de nouveau à l'école un peu plus fatiguée que les autres, mais avec un sourire qui faisait taire toutes les inquiétudes. Sa chambre, autrefois remplie de médicaments et d'alarmes, était maintenant couverte de dessins de Kaiser réalisés par des enfants du pays entier. Chaque semaine, elle recevait des lettres, certaines d'adultes racontant comment un chat avait pressenti une crise cardiaque, d'autres de familles remerciant Kaiser d'avoir inspiré un changement de loi qui avait sauvé leur propre enfant. Un soir d'été, assise sur le porche de la maison familiale, Emily caressa Kaiser qui somnolait contre elle. « Tu sais, lui chuchota-t-elle, on pensait que tu m'avais sauvé. Mais en fait, c'est nous deux qui avons sauvé tout le monde. » Le chien ouvrit un œil fatigué, battit faiblement de la queue et posa sa tête sur ses genoux comme s'il confirmait chaque mot. La notoriété de Kaiser ne changeait rien à son essence. Il restait le chien fidèle, aimant, protecteur, mais pour des milliers de familles, il était devenu un symbole, celui que l'amour et la fidélité pouvaient défier même les systèmes les plus corrompus. À la fin de l'été, l'hôpital lança le prix Tommy Holbrook pour la défense des enfants malades, en mémoire du fils disparu du docteur Holbrook et en hommage à Kaiser. Emily fut la première à le recevoir, mais elle déclara aussitôt « Ce prix appartient à Kaiser ». Puis, en se tournant vers les autres enfants survivants, elle ajouta « Et à vous tous, parce qu'ensemble, nous sommes la preuve vivante que l'espoir est contagieux ». La foule éclata en applaudissements. Kaiser, comme s'il avait compris, leva la tête et aboya une seule fois. Un aboiement grave et clair qui résonna dans l'atrium. Les enfants rirent, et plusieurs chiens en formation aboyèrent en réponse, comme un chœur inattendu. Ce fut le moment où chacun comprit que ce qui s'était passé dans la chambre 614, cette nuit de Saint-Valentin, dépassait une simple survie. C'était le début d'un mouvement, et Emily, avec son chien vieillissant mais indomptable, en était le visage. L'automne suivant, Denver vibrait d'une énergie nouvelle. Sur les murs des écoles, des affiches coloraient les couloirs. Un berger allemand fièrement assis aux côtés d'une adolescente aux longs cheveux châtains, tous deux souriant sous le slogan « L'amour est aussi un traitement ». Emily et Kaiser étaient devenus des figures publiques, mais dans leur maison modeste du quartier ouvrier, ils restaient les mêmes, une petite fille qui faisait ses devoirs avec un chien endormi à ses pieds. Les souvenirs qu'essaie d'enterrer un médecin refirent surface brutalement. Le visage de son garçon de 8 ans, ses yeux brillants, sa toux qui avait semblé d'abord bénigne, puis la réaction allergique foudroyante. Le docteur Holbrook avait cru à une crise d'asthme, retardant la reconnaissance de l'anaphylaxie jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle avait perdu Tommy ce soir-là. Depuis, elle s'était jurée de bannir tout animal de l'ICU, persuadée qu'aucune improvisation, aucun facteur incontrôlable ne sauverait jamais un enfant là où sa vigilance avait échoué. Mais au fond d'elle, la culpabilité l'avait poussée à un acte secret.
Elle avait fait former Kaiser, ce chiot qu'adorait Tommy, en chien de détection médicale, puis l'avait confié à une autre famille aidant le besoin. Ses yeux s'embuèrent. Tommy est mort parce que je n'ai pas vu les signes. J'étais obsédé par son asthme. Je n'ai pas reconnu le choc anaphylactique. S'il avait eu un chien comme Kaiser à ses côtés, sa voix se brisa. Bobby posa une main rugueuse mais étonnamment douce sur son épaule. « Vous avez donné Kaiser à Emily. Vous avez veillé sur elle sans même qu'on le sache ?» Soudain, les machines bipèrent, d'un ton plus stable. La saturation d'Emily, longtemps à des niveaux critiques, monta légèrement. Sa tension, jusqu'alors vacillante, se redressa. Le docteur Holbrook, d'abord incrédule, vérifia 2 fois les branchements. Mais les données étaient claires. Emily reprenait des forces, et le seul facteur nouveau était la présence de Kaiser. Les heures suivantes confirmèrent ce qui semblait impensable. Chaque fois qu'Emily avait du mal à respirer, Kaiser modifiait sa position, calait sa respiration sur la sienne. Quand ses douleurs s'intensifiaient, il posait doucement sa patte sur son bras et les chiffres de stress enregistrés par les machines chutaient. C'était comme si le chien avait pris en main une partie de ses fonctions vitales. Mais l'effort n'était pas sans conséquences. Kaiser, d'habitude vigoureux malgré son âge, paraissait s'épuiser. Son pelage luisant perdit de son éclat. Ses yeux devinrent plus ternes, ses mouvements plus lents. Sarah fut la première à remarquer son affaiblissement. « Regardez-le » dit-elle d'une voix inquiète. « Il se fatigue. » Ses yeux ne brillant plus comme avant. Le docteur Holbrook, désormais agenouillé près du chien, constata « Sa fréquence cardiaque est trop élevée. Sa température baisse. Il s'épuise. » Un dilemme atroce s'imposa à tous. Kaiser sauvait Emily, mais au prix de sa propre vie. Fallait-il interrompre ce miracle pour préserver le chien ou le laisser continuer jusqu'à l'épuisement final? Sarah éclata en sanglots. On ne peut pas lui demander de mourir pour elle, ce n'est pas juste. Mais Maggie, d'une voix posée, offrit une autre perspective. Regarde-le. Est-ce qu'il souffre? Non, regarde ses yeux. C'est pour ça qu'il a été formé. C'est ce qu'il attendait depuis des années. Il n'a pas pu sauver Tommy. Maintenant, il a une nouvelle chance. À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. Les agents de sécurité et l'administration de l'hôpital, alertés, firent irruption. « Docteur Holbrook » lança sèchement le responsable de la sécurité. « Vous connaissez la politique. Les animaux sont interdits. Ce chien doit sortir immédiatement. » L'atmosphère se glaça. Tout le monde retint son souffle. Allait-il arracher Kaiser à Emily? La surprise fut totale. Le docteur Holbrook se redressa et pour la première fois en 30 ans de carrière, elle défia ouvertement l'autorité de l'hôpital. Elle se plaça entre Kaiser et le lit. « Ce chien reste, dit-elle d'une voix vibrante. Je suis chef du service pédiatrique, je le déclare officiellement. Il est un équipement médical essentiel. » L'administrateur ouvrit la bouche, mais elle le coupa net. L'état d'Emily s'est amélioré plus en 4 heures avec Kaiser qu'en 4 semaines de soins intensifs. Si vous voulez retirer l'intervention qui sauve sa vie, trouvez-vous un nouveau chef. Le choc se répandit dans l'hôpital comme une onde. Certains médecins s'inquiétèrent des conséquences juridiques, mais les familles d'autres enfants hospitalisés commencèrent à témoigner. Leurs propres animaux avaient parfois détecté des crises avant les médecins. Les infirmières, qui voyaient au quotidien la détresse émotionnelle des patients, soutinrent l'idée. Un mouvement naquit, défiant les règles rigides. À mesure que la nuit avançait, l'amélioration d'Emily devint indéniable. Son teint reprenait de la couleur, ses yeux s'ouvraient davantage, son souffle s'allégeait. Les couloirs bruissaient de murmures, le miracle de la Saint-Valentin. Des internes, des médecins, même le personnel d'entretien se succédèrent discrètement pour jeter un œil à ce qui se passait dans la chambre 614. Maggie se redressa, ce geste familier que Bobby et Sarah reconnurent aussitôt. C'était la même posture que lorsqu'elle avait annoncé l'hypothèque de sa maison, la même flamme quand elle avait défié les assurances. « Ce chien doit être ici », dit-elle calmement. « Maman, l'hôpital a des règles », tenta Sarah. Mais Maggie la coupa sèchement. « Les règles n'ont pas sauvé mon mari quand le Covid m'a tenu loin de son lit. Les règles n'ont rien fait quand on nous a dit qu'Emily n'avait que quelques semaines à vivre, il y a 6 mois. Ce chien agite étrangement depuis 3 jours. Il n'arrête pas de tourner et de gémir, comme s'il voulait nous prévenir. Et je suis infirmière depuis trop longtemps pour ne pas reconnaître quand quelque chose cloche. » À cet instant, le docteur Holbrook sortit de la chambre, retirant ses gants de latex avec des gestes lourds. Son visage affichait l'expression que redoutaient tous les parents de cet hôpital. Compassion professionnelle et impuissance mêlée. « J'ai besoin de vous parler », dit-elle d'une voix douce mais ferme.
Réunis dans une salle de consultation aux décorations de Saint-Valentin grotesques, dans ce contexte, la famille entendit les mots qui allaient fracasser leur univers. L'état d'Emily s'est aggravé au-delà de ce que nous pouvons traiter ici, expliqua le docteur Halbrook. Ses organes s'arrêtent un à un et nous n'avons plus d'option thérapeutique. Je recommande désormais d'assurer son confort. Chaque syllabe tomba comme un couperet. Le blizzard redoublait dehors et, depuis le parking, un hurlement de chien emplit l'air, si déchirant que même les infirmières les plus endurcies s'arrêtèrent un instant. Le silence s'étira, insoutenable. Bobby serra les poings, ses émotions oscillant entre incrédulité, rage et une détermination brute que Sarah et Maggie connaissaient bien. « Non », dit-il d'abord faiblement, puis plus fort, « non, nous n'abandonnons pas. Il doit bien exister autre chose. » Sarah tenta de saisir sa main, mais il s'éloigna vers la fenêtre. Dans la tourmente de neige, il distingua à peine la silhouette sombre de Kaiser près de leur voiture. « Ce chien sait quelque chose ?» dit-il brusquement. « Il refuse de manger, refuse de dormir, il gémit sans cesse. C'est comme s'il essayait de nous alerter. » Le visage du docteur Holbrook se crispa légèrement. « Monsieur Wilson, je comprends que vous cherchiez de l'espoir partout, mais introduire un animal en soins intensifs, ce n'est pas juste un animal, » coupa Maggie. « Je l'ai observé depuis 8 ans avec Emily. Quand elle va mal, il le sait avant tout le monde. Mardi dernier, il s'est posté devant la porte pour l'empêcher d'aller en kinésithérapie. Il n'a pas bougé, et le soir, elle a fait une fièvre à 40. Sarah blêmit. La crise du mois dernier, murmura-t-elle, il grattait à sa porte 1 heure avant. On a cru qu'il faisait des caprices. Mais et si vraiment, il sentait quelque chose? Le regard du docteur Halbrook se troubla. Elle avait lu des articles sur les chiens capables de détecter des crises ou même certains cancers. Elle en avait entendu parler lors de congrès médicaux, sans jamais oser y croire. Mais son cœur se serra à un souvenir qu'elle n'évoquait jamais. Tommy, son fils, mort 6 ans plus tôt d'une réaction allergique foudroyante. Si seulement un chien avait pu l'avertir. Avant qu'elle ne réponde, une voix s'éleva depuis la porte. Rebecca Miller, l'enquêtrice d'assurance assignée au dossier d'Emily, venait d'entrer. Sa ressemblance avec Sarah, ses cheveux au burn et ses yeux verts, sautaient aux yeux. « Je dois parler à la famille, seule », déclara-t-elle d'un ton qui n'admettait aucune contestation. Cela concerne le traitement expérimental et certaines anomalies dans le dossier médical. Ce qu'elle révéla allait pulvériser toutes les certitudes. Rebecca, sœur cadette avec qui Sarah n'avait plus de contact depuis 5 ans, expliqua qu'elle enquêtait depuis des mois sur la compagnie Meridian Health, suspectée de manipuler des cas pédiatriques rares. Le dossier d'Emily n'est pas seulement compliqué, il a été falsifié. Son masque professionnel se fissura. Le médicament qu'ils ont déclaré trop cher, ils lui administrent une version modifiée depuis 3 mois, sous prétexte d'immunosuppresseur classique. Les effets secondaires détruits dans ses organes. La pièce explosa. Bobby se rua sur Rebecca, retenue de justesse par Sarah. « Tu savais? Tu as regardé ta propre nièce servir de cobaye. Je l'ai découvert hier, protesta Rebecca, les larmes aux yeux. Je construis un dossier depuis des mois. Emily n'est pas la seule. » Mais Bobby rugit. « Et tu voudrais qu'on se taise pendant que notre fille meurt ?» Betty, silencieuse depuis un moment, observa attentivement. « Regardez ses oreilles, » dit-elle à voix basse en désignant Kaiser. Elle bouge chaque fois que sa respiration change, avant même que les moniteurs ne réagissent. Il la suit au millimètre. Et effectivement, le chien semblait percevoir des signaux imperceptibles aux humains. Quand la fièvre d'Emily monta, il se colla contre son ventre, diffusant une chaleur régulée. Quand son rythme cardiaque s'emballa, il ralentissait sa propre respiration, comme pour l'entraîner à l'imiter. Le docteur Halbrook prit des notes fébriles, comme une chercheuse découvrant une nouvelle loi de la nature. Ce que nous voyons là remet en question la définition même de la médecine. Le docteur Martinez, cardiologue, appelé en renfort, secoua la tête, fasciné. Ses arythmies se normalisent, c'est la première fois depuis des semaines. Ce chien agit comme une thérapie vivante. Mais si Emily reprenait vie, Kaiser, lui, faiblissait. Son corps montrait les signes d'une fatigue extrême. Ses mouvements devenaient plus lourds, ses yeux plus vitreux. L'injustice de cette situation poignait tout le monde. L'enfant retrouvait ses forces à mesure que le chien perdait les siennes. Puis, dans un souffle à peine audible, Emily parla. Ses yeux s'ouvrirent pleinement, ses lèvres esquissèrent un sourire fragile. « Eh mon grand » murmura-t-elle, « je sens ce que tu fais pour moi. » Kaiser leva la tête, sa queue battant faiblement. Et, incroyable, les courbes des moniteurs s'améliorèrent instantanément. Rebecca, qui filma discrètement la scène, sentit son cœur se serrer.
La vidéo deviendrait plus tard une preuve accablante contre Meridian, mais à cet instant, elle n'était qu'un témoin bouleversé de l'amour pur entre une enfant et son chien. Maggie, les yeux embués, posa une main sur le bras de Sarah. « Tu vois ? Ils se renforcent l'un l'autre. Ensemble, ils sont plus forts que séparés. » Pendant 1 heure entière, cette symbiose extraordinaire se poursuivit. Emily retrouvait des signes de conscience. Kaiser semblait puiser dans sa guérison pour maintenir ses forces. Le personnel médical documentait chaque détail, conscient d'assister à quelque chose qui dépassait la science. Mais tous savaient qu'il restait une menace. La fragilité du cœur vieillissant de Kaiser. Quand l'horloge marqua minuit, la Saint-Valentin prit fin officiellement. Mais dans la chambre 614 commença ce que beaucoup décriraient plus tard comme les 47 minutes les plus incroyables de l'histoire de la médecine pédiatrique. Kaiser, le berger allemand, devint plus qu'un compagnon, un véritable soignant. Les minutes défilaient lourdes et précieuses, et chaque respiration d'Emily semblait désormais calquée sur celle de Kaiser. Mais soudain, l'harmonie fragile se rompit. Le souffle du berger allemand devint irrégulier, haletant, presque douloureux. Ses flancs s'y tremblaient à chaque inspiration. L'alerte jaillit aussitôt dans la voix de Sarah. « Quelque chose ne va pas, regardez-le !» Ses yeux se posèrent d'instinct sur les moniteurs et son cœur se serra. L'amélioration d'Emily commençait à vaciller. Le docteur Halbrook se précipita vers le chien, ses doigts cherchant son pouls, son visage pâli. Son rythme cardiaque est faible et irrégulier, son cœur lâche. Le silence tomba, fracassé seulement par les alarmes stridentes. Kaiser, qui avait tenu des heures à maintenir cette étrange communion avec l'enfant, payait maintenant le prix de son sacrifice. Son corps âgé n'en pouvait plus. Bobby tomba à genoux à côté du chien, ses mains calleuses frôlant son museau grisonnant. « Tu as assez donné, mon vieux », murmura-t-il, la voix brisée. « Tu nous as sauvé notre fille. Tu peux te reposer maintenant. » Mais Kaiser, les yeux vitreux mais obstinés, refusa. Son regard restait fixé sur Emily, et malgré les tremblements de ses pattes, son souffle s'efforçait encore de se synchroniser au sien. Emily, qui jusque-là dérivait entre conscience et inconscience, ouvrit soudain les yeux, comme tirée par un instinct plus fort que la douleur. Sa voix faible fendit l'air. « Non, Kaiser, ne me laisse pas. Tu dois rester avec moi. Tu dois m'aider à devenir vétérinaire comme on l'avait promis. » Sa supplication fit éclater en sanglots toute la salle. Même l'infirmière Betty, qui en avait vu d'autres en 40 ans de service, porta une main tremblante à sa bouche. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. « Ce chien préférerait mourir que la laisser seule. » Un dilemme impossible s'imposa alors. Devait-on sauver Kaiser au risque de briser la stabilité d'Emily ? Ou le laisser aller au bout de son sacrifice pour lui donner toutes ses chances ? Le docteur Halbrook, la voix tremblante, dit l'inévitable. Si nous tentons d'intervenir pour stabiliser Kaiser, nous risquons de compromettre l'équilibre vital qu'il a établi avec Emily. Mais si nous le laissons continuer, il n'y survivra pas. Maggie, d'une voix basse mais tranchante, imposa le silence. « Assez, Rebecca, je me fiche de tes procès ou de tes compagnies. Ma petite fille est en train de mourir, et si ce chien peut l'aider, il sera à son chevet. Margaret, dit-elle en fixant le docteur Halbrook, tu sais comme moi que parfois, la médecine ne se trouve pas dans une fiole. » Les murailles intérieures du docteur Halbrook commencèrent à se fissurer. Tommy, son fils, le chien qu'elle avait fait former à prix d'or après sa mort. Kaiser, c'était lui. Elle l'avait confié des années plus tôt à une famille qui en avait besoin. Elle ferma les yeux un instant. Ironie cruelle, aujourd'hui, elle se tenait face au même dilemme qu'autrefois entre les protocoles et l'instinct. La responsabilité juridique commença-t-elle faiblement. « J'assume tout, dit Bobby sans hésiter. Signez ce que vous voulez, mais si Emily doit mourir, ce sera avec Kaiser auprès d'elle. » Sarah s'approcha à son tour. « Rebecca, si tu veux vraiment réparer tes erreurs, aide-nous à faire entrer ce chien. Utilise ton badge, ton autorité, n'importe quoi. » Rebecca hocha lentement la tête. « Je peux le faire passer comme pièce à conviction. Si Kaiser démontre une réaction médicale inhabituelle, cela prouvera que Meridian cache des informations. Un plan fou, mais le seul possible prit forme. » Maggie utiliserait son ancien badge pour emprunter l'ascenseur de service reliant le parking à l'ICU. Rebecca créerait une diversion à l'accueil en exigeant des dossiers. Bobby et Sarah prépareraient la chambre, tandis que le docteur Holbrook, après 30 ans de médecine, acceptait de franchir une ligne qu'elle s'était juré de ne jamais franchir. « Si cela tourne mal, souffla-t-elle, je perdrai mon poste, peut-être ma licence. »« Alors nous tomberons ensemble, » répondit Maggie, sa voix aussi ferme que son regard. Ce qu'ils ignoraient,
c'est qu'une autre personne avait tout entendu. Dans l'ombre du couloir, l'infirmière Betty Ann Johnson observait silencieuse. Et contrairement aux autres, elle savait exactement qui était Kaiser. Et pourquoi sa présence pouvait faire la différence entre la vie et la mort pour Emily Grace Wilson. Le plan se mit en marche avec la précision d'une opération militaire. Chaque membre de la famille savait que l'échec signifiait perdre Emily. Maggie, vive malgré ses articulations fatiguées, traversa les couloirs, son badge accroché à son manteau épais. Les gardes de sécurité la saluèrent par réflexe, impressionnés par son assurance. Dans le parking, Kaiser l'attendait, ses yeux d'ambre brillèrent dès qu'il la vit. Il ne protesta pas lorsqu'elle lui enfila un vieux gilet de cheerleader d'Emily transformé en veste improvisée de chien thérapeute. « Viens, mon grand », murmura Maggie. « C'est l'heure de montrer ce que tu sais faire. » Dans l'ascenseur, le temps parut s'étirer à l'infini. Le chien se tenait immobile, ses oreilles dressées, comme s'il percevait la détresse d'Emily 6 étages plus haut. Maggie, émue, observa son profil. Ses narines frémissaient, ses épaules tendues, son regard presque humain. Pendant ce temps, Rebecca semait le chaos au rez-de-chaussée, brandissant ses accréditations d'enquêtrice et exigeant des dossiers complets. Le tumulte occupa l'administration et la sécurité, ouvrant la voie à Maggie et à son compagnon. Quand Kaiser entra enfin dans la chambre d'Emily, tout changea. Fini l'agitation nerveuse de ces derniers jours. Il s'approcha doucement du lit, posa sa tête sur le matelas, exactement au niveau du thorax de la fillette. Emily ouvrit les yeux pour la première fois depuis des heures et esquissa un sourire faible. « Kaiser » souffla-t-elle. Son cœur battait irrégulièrement, sa tension vacillait. Mais sous les regards incrédules, les chiffres se mirent à se stabiliser. « C'est impossible », murmura le docteur Halbrook en vérifiant les branchements. Mais l'infirmière Betty, entrée discrètement, secoua la tête. « Les machines ne se trompent pas, Margaret. Ce chien fait ce pourquoi il a été formé. » Puis la voix tremblante, elle ajouta la vérité qu'elle gardait depuis 6 ans. Kaiser appartenait à Tommy. Un silence lourd tomba sur la chambre, seulement troublé par les bips réguliers des moniteurs et la respiration synchronisée d'Emily et de Kaiser. Le visage du docteur Halbrook se figea, ses lèvres tremblant légèrement. L'aveu de Betty résonnait comme un coup de tonnerre. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda Bobby, les yeux écarquillés. L'infirmière, ses mains ridées serrées l'une contre l'autre, répéta doucement « Kaiser appartenait à votre fils docteur, à Tommy. » Sarah Wilson, 44 ans, avait renoncé à sa carrière d'enseignante pour devenir l'aidante à plein temps de sa fille. Après avoir perdu 3 bébés avant la miraculeuse arrivée d'Emily, ce rôle lui était venu naturellement. Elle possédait une intuition presque surnaturelle pour comprendre les besoins de son enfant, au point de surprendre le personnel médical. Elle savait interpréter les infimes variations dans la respiration d'Emily, les légères nuances de couleur de sa peau qui annonçaient une crise. Et surtout, elle avait appris à faire confiance aux liens étranges qui unissaient sa fille au berger allemand qui les attendait fidèlement, chaque jour, sur le parking de l'hôpital. Kaiser, berger allemand, de 8 ans aux yeux ambrés, intelligent et au museau grisonnant, était entré dans la vie d'Emily à ses 4 ans. À leurs yeux, il n'était qu'un compagnon fidèle, celui qui ne l'avait jamais quittée, celui qui savait quand elle avait besoin de réconfort. Mais la vérité allait bien plus loin. Son premier maître avait investi des milliers de dollars dans une formation spécialisée de détection médicale. Kaiser avait appris à identifier les changements chimiques précédant des crises d'épilepsie, des épisodes diabétiques ou des arrêts cardiaques. Pourtant, au grand désespoir d'Emily, il avait été interdit d'accès à l'hôpital malgré ses protestations et malgré ses signes d'angoisse quand il en était séparé. L'unité de soins intensifs était devenue une seconde maison pour la famille. L'odeur de désinfectant peinait à masquer celle plus sourde de la peur et de l'espoir. Ce soir-là, Denver était paralysé par le pire blizzard depuis 10 ans, plusieurs quartiers privés d'électricité. Même derrière les murs climatisés de l'hôpital, on sentait la morsure de l'hiver s'infiltrer comme une menace. Pourtant, la soirée avait commencé avec une lueur d'espérance. Sarah avait préparé une petite célébration pour la Saint-Valentin. Des biscuits en forme de cœur cuisinés par Maggie dans la cuisine familiale de l'hôpital, un chien en peluche gagné par Bobby à une tombola caritative de la boutique du hall. Emily avait trouvé la force de s'asseoir pour la première fois depuis des jours, son visage pâle s'illuminant à la lecture des cartes fabriquées par ses camarades de classe. « Regarde, maman !» avait-elle soufflé en brandissant une carte couverte de cœurs pailletés.
Madison dit qu'elle garde ma place dans l'équipe de cheerleading pour l'an prochain. L'espoir dans sa voix avait arraché des larmes à Sarah, vite détournées. L'an prochain semblait un luxe inabordable. Bobby, pour détourner l'attention, avait sorti son téléphone et montré à Emily une vidéo envoyée par les enfants de leurs voisins qui s'occupaient de Kaiser en leur absence. Le berger allemand y paraissait nerveux, tournant en rond dans le jardin et gémissant vers la direction de l'hôpital, 6 pâtés de maison plus loin. Ce chien sent quelque chose, avait marmonné Maggie. Mais tous avaient écarté son inquiétude, la mettant sur le compte d'une simple anxiété canine. Puis tout avait basculé. Un instant, Emily riait en écoutant son père massacrer la chanson « My Girl » et l'instant suivant, elle suffoquait, ses petites mains agrippant sa gorge comme si elle se noyait à l'air libre. Les décorations joyeuses de la Saint-Valentin se transformèrent en une farce cruelle quand les alarmes hurlèrent et que l'équipe médicale se précipita avec urgence. « Tout le monde dehors !» lança le docteur Holbrook en entrant, son chignon argenté et sa rigueur implacable contrastant avec la panique environnante. À 58 ans, elle avait déjà traversé trop de crises infantiles pour savoir que les familles devaient céder la place. Mais ses yeux d'acier racontaient une autre histoire. Cette fois, ce n'était pas une urgence ordinaire. Les Wilson se retrouvèrent plaqués contre la vitre d'observation, témoins impuissants de leur monde qui s'effondrait. Bobby appuyait ses mains rugueuses contre le verre embué, comme pour franchir cette barrière. Sarah restait figée, déchirée entre son instinct de maternelle qui la poussait à agir et la paralysie de l'impuissance. Maggie murmurait des prières apprises, enfant, le chapelet serré entre ses doigts. De l'autre côté, le docteur Holbrook opérait avec la froideur clinique de son expérience, mais ses gestes trahissaient la résignation. Après 30 ans de pédiatrie, elle savait reconnaître les signes précurseurs des conversations insoutenables. L'auto-immunité d'Emily s'était retournée contre elle, et l'arsenal thérapeutique était épuisé depuis des mois. Le traitement expérimental lâcha soudain Sarah dans le couloir, celui dont l'assurance a parlé le mois dernier. « Est-ce qu'on... » « Refusé », coupa Bobby d'une voix cassée. Jugé trop cher pour un faible taux de réussite, 900 000 $ pour 30% de chance. Ces chiffres, il les avait gravés en lui lors de nuits sans sommeil, recomptant chaque scénario, toujours voué à l'échec. Un soir d'hiver, alors que la neige recouvrait encore Denver, la famille Wilson organisa un dîner dans leur maison, réunissant les proches, les médecins et quelques familles d'enfants sauvés. Au centre de la table, Kaiser dormait paisiblement, une couverture sur le dos. Emily leva son verre de jus et déclara « À Kaiser qui m'a donné ma vie, à toutes les familles qui ont souffert mais qui se battent encore, et à l'avenir où plus aucun enfant ne sera jamais utilisé comme cobaye. » L'émotion submergea la salle. Même Bobby, peu habitué à exprimer ses sentiments, eut les yeux brillants. À cet instant, tous comprirent que le combat n'était pas fini. Mais il avait changé de nature. Ce n'était plus une lutte pour la survie d'une seule enfant. C'était une croisade collective, un mouvement né dans une chambre d'hôpital porté par la voix d'une adolescente et la loyauté d'un chien. Le temps passa, inexorable. Kaiser avait désormais 9 ans, son museau presque entièrement blanc, ses pas plus lourds. Pourtant, chaque matin, il suivait Emily, qu'elle se rende à l'école ou aux réunions de la fondation. Le simple fait de la voir rire semblait lui redonner de l'énergie. Mais tous savaient que son corps commençait à faiblir. Un soir de printemps, Emily s'assit sur son lit avec ses cahiers d'école. Kaiser s'étendit à ses pieds comme toujours. Elle posa son stylo et le fixa longtemps. « Tu sais, mon vieux, chuchota-t-elle, j'ai décidé. Je vais devenir vétérinaire, pas juste pour aider les animaux, mais pour aider les enfants comme moi à comprendre que leurs compagnons ne sont pas seulement des animaux, ce sont des médecins du cœur. » Kaiser, comme s'il approuvait, posa sa tête sur ses genoux, ses yeux d'ambre fatigués mais toujours lumineux. Au fil des mois, Emily prit goût à parler en public. Elle visita des universités, participa à des conférences médicales, défendit la reconnaissance des chiens de détection comme alliés thérapeutiques à part entière. À chaque fois, Kaiser l'accompagnait couché au pied de l'estrade, devenant un symbole autant que sa maîtresse. Quand elle terminait ses discours, il lui suffisait de poser la patte sur sa jambe pour déclencher une ovation. Mais un jour d'automne, Kaiser s'effondra dans le jardin, son souffle court, son cœur battant de travers. La famille en se précipita, paniquée. Emily tomba à genoux près de lui. « Pas maintenant » sanglota-t-elle. « Pas encore. » Le vétérinaire, appelé d'urgence, expliqua doucement. C'est son âge et son cœur est fatigué. On peut le soulager, mais vous devez vous préparer. Le lendemain, à l'hôpital où tout avait commencé,
Kaiser fut installé dans une salle spéciale, entouré d'Emily, de ses parents, de Maggie et même du docteur Halbrook. L'atmosphère était lourde mais étrangement paisible. Emily tenait son museau contre elle, les larmes coulant sans retenue. « Tu m'as sauvé, tu as sauvé des dizaines d'enfants. Tu peux te reposer maintenant. Mais promets-moi une chose, reste toujours avec moi, même quand je ne te verrai plus. » Alors que son souffle ralentissait, un silence sacré emplit la pièce. Et puis, dans un dernier effort, Kaiser leva la tête, fixa Emily une dernière fois et battit faiblement de la queue. Puis, il s'endormit pour de bon. Le chagrin fut immense. Mais dans les jours qui suivirent, des milliers de messages arrivèrent du monde entier. Lettres, dessins d'enfants, photos de chiens avec des banderoles « Merci Kaiser ». Des hôpitaux organisèrent des minutes de silence. À Denver, une veillée fut organisée devant l'aile qui portait son nom. Emily, bien que brisée, trouva la force de prononcer un discours. Devant des centaines de personnes, la voix tremblante mais claire, elle dit « Kaiser m'a sauvé, mais il nous a surtout appris que l'amour est le plus puissant des remèdes. Sa mission n'est pas finie, parce qu'elle vit à travers chaque chien de thérapie qui viendra après lui, à travers chaque enfant sauvé. Je vais passer ma vie à continuer ce qu'il a commencé. » Les années suivantes consolidèrent cet héritage. La Fondation Kaiser devint une institution nationale finançant la formation de centaines de chiens. Des lois furent votées pour protéger les patients vulnérables contre les abus des compagnies d'assurance. Le docteur Halbrook créa un centre de recherche sur l'intégration des animaux en pédiatrie. Et Emily, fidèle à sa promesse, entama ses études vétérinaires, Kaiser toujours présent dans ses pensées. Chaque année, le 14 février, l'hôpital organisait une cérémonie baptisée « La Nuit de l'Espoir ». Des familles venaient raconter leurs histoires, des chiens en formation défilaient aux côtés des enfants qu'ils protégeaient, et une photo géante de Kaiser, yeux d'ambre fixant l'horizon, dominait la salle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Sarah pâlit. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Rebecca prit une inspiration tremblante. « J'ai enquêté sur Meridian Health pendant des mois. Leur stratégie est claire. Cibler des enfants atteints de maladies auto-immunes rares, manipuler leur traitement avec des molécules expérimentales déguisées en médicaments classiques et documenter leur déclin pour le compte de laboratoires pharmaceutiques. » Le docteur Halbrook se figea. « Vous êtes en train de dire qu'ils l'ont rendu volontairement plus malade ?» Rebecca hocha la tête, la gorge serrée. Emily n'était pas censée guérir. Ces médicaments n'étaient pas des traitements standards. Ils étaient conçus pour accélérer la défaillance de ses organes. Bobby explosa, sa rage résonnant dans toute la pièce. « Vous l'avez utilisé comme cobaye ? Vous avez laissé ma fille crever pour vos profits ?» Il bondit vers Rebecca, retenu de justesse par Sarah et 2 infirmiers. « Tu savais ? Tu étais de mèche ?»« Non !» cria Rebecca, les larmes aux yeux. « Je l'ai découvert hier en consultant les fichiers internes. Quand j'ai vu son nom, j'ai compris qu'il s'agissait de ma nièce. Je suis venu ici pour tout dévoiler. » Maggie, les mains serrées sur son chapelet, secoua lentement la tête. Kaiser savait. Il l'a senti depuis le début. Les produits chimiques qu'il mettait dans son corps, c'est ça qu'il essayait de nous dire. Les médecins présents échangèrent des regards bouleversés. Tout s'éclairait. Les crises soudaines, les réactions étranges aux médicaments, la courbe de déclin inexplicable malgré des soins intensifs. Tout prenait sens si Emily avait été victime d'un empoisonnement déguisé. Betty, la vétérane du service, frappa soudain la paume de sa main ridée contre son front. Je savais que quelque chose clochait. Ces prescriptions ne venaient pas de notre pharmacie habituelle, et ces analyses étaient envoyées à un labo externe au lieu d'être traitées ici. Je croyais que c'était une exigence de l'assurance. Mon Dieu. Rebecca, sortant plusieurs feuilles du dossier, les posa sur la table. Voici les preuves. Contrat entre Meridian et un laboratoire privé. Rapports internes parlant d'échantillons vivants. Emily n'était pas seule. Il y a 47 autres enfants à travers le pays. Sarah sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. 47 autres ? Sa voix se brisa. Emily, pourtant si faible quelques heures plus tôt, rassembla ses forces et parla d'une voix claire. « Alors il faut tous les sauver !» Sa déclaration, simple mais bouleversante, coupa court à toutes les discussions. Le directeur de l'hôpital, Blême, comprit que l'affaire lui échappait. Les caméras captaient déjà la scène, et les journalistes s'agglutinaient dans le couloir. Cette histoire n'était plus un scandale discret. Elle allait exploser au grand jour. Le docteur Halbrook, d'une voix ferme, déclara « Retirez immédiatement tous les médicaments fournis par Meridian. Nous allons traiter Emily uniquement avec des protocoles vérifiés. » Puis, se tournant vers Rebecca, transmettez ces documents aux autorités. Plus vite nous arrêtons ce programme, plus vite nous sauverons ces enfants. Mais au milieu de cet élan,
Une urgence ramena tout le monde à la réalité. Kaiser, haletant, vacillait. Son cœur vieillissant, épuisé par l'effort colossal de la nuit, était au bord de la rupture. L'équipe vétérinaire s'affairait autour de lui, luttant pour le maintenir en vie. Émilie, désormais éveillée et lucide, tendit sa main tremblante vers son chien. « Reste avec moi, murmura-t-elle. Tu as fait ta part. Maintenant, c'est à moi de t'aider. » Et comme par miracle, les courbes des moniteurs d'Émilie continuèrent à grimper. Son corps, libéré de l'emprise toxique des médicaments expérimentaux, reprenait un rythme normal. Ses yeux retrouvaient leur éclat. Et plus son état s'améliorait, plus les signes vitaux de Kaiser cessaient de chuter. Le docteur Martinez, les yeux rivés sur les écrans, balbutia « C'est comme si leur vie était liée, comme si sa guérison lui renvoyait une énergie qui stabilise le chien. » Sarah serre la main de sa fille, le cœur débordant. Pour la première fois depuis des mois, Émilie avait des couleurs. Pour la première fois, elle n'avait plus l'air d'une enfant condamnée. « Tu guéris », souffla-t-elle, incrédule. « Ma chérie, tu guéris. » Le docteur Halbrook, larmes aux yeux, fit un pas en arrière. Toute sa carrière, elle avait cru au protocole, aux molécules, aux chiffres. Mais ce qu'elle voyait dépassait toutes ses certitudes. Kaiser n'était pas seulement un chien de détection, il était devenu le chaînon manquant entre la science et l'amour. Et dehors, malgré la tempête, des foules commençaient à se rassembler devant l'hôpital. Le récit s'était déjà répandu comme une traînée de poudre. Une enfant sauvée par son chien fidèle, une compagnie d'assurance corrompue démasquée. Les réseaux sociaux s'embrasaient, les chaînes d'information couvraient l'événement en direct. Ce qui avait commencé comme un miracle intime allait devenir un scandale national. Au petit matin, alors que le blizzard commençait enfin à faiblir, les rues de Denver s'étaient transformées en campement médiatique. Des dizaines de caméras, de micros et de journalistes stationnaient devant l'hôpital, les yeux rivés sur la façade comme si l'édifice abritait un miracle biblique. À l'intérieur, l'administration paniquait. La direction, débordée par l'afflux de demandes, tenta de verrouiller l'accès aux informations. Mais il était trop tard. Les vidéos prises dans le couloir montrant Kaiser posé sur le lit d'Émilie et les moniteurs s'améliorant sous ses yeux circulaient déjà sur les réseaux sociaux et faisaient le tour du pays. Dans la chambre 614, l'atmosphère avait changé. Émilie, encore fragile mais réveillée, parlait doucement avec ses parents. Kaiser, lui, reposait, perfusé et surveillé par l'équipe vétérinaire. Chaque respiration semblait un effort, mais ses yeux d'ambre, bien que fatigués, ne quittaient pas l'enfant. Il savait qu'elle était encore là, vivante, et ça suffisait pour qu'il s'accroche. Rebecca, assise sur une chaise, triait frénétiquement ses documents. « Nous n'avons plus le temps », dit-elle d'une voix tendue. « Meridian va tout nier. Ils vont accuser des pharmaciens, prétendre à des erreurs de logistique. Si on ne publie pas ces preuves immédiatement, ils enterreront tout. » Bobby, les bras croisés, fulminait encore de rage. « Alors on les traîne devant un tribunal, devant le Congrès s'il le faut. Mais ils ne feront pas disparaître ma fille dans leurs statistiques. » Le docteur Halbrook, d'un ton calme mais déterminé, prit la parole. « J'ai passé ma vie à défendre les protocoles. Mais aujourd'hui, je défendrai la vérité. Je témoignerai devant n'importe quelle instance. S'ils veulent ma licence, qu'ils la prennent. Mais pas une autre famille ne doit revivre ça. » Quelques heures plus tard, une conférence de presse improvisée fut organisée dans l'atrium de l'hôpital. Les journalistes s'agglutinèrent, les caméras braquées sur le pupitre installé à la hâte. Contre toute attente, ce fut Émilie elle-même qui apparut, soutenue par Sarah et Bobby, et flanquée de Kaiser qui avançait péniblement mais la tête haute. Sa petite silhouette, vêtue d'une blouse trop large, fit naître un silence religieux. « Bonjour », dit-elle, sa voix faible mais assurée. « Mon nom est Emily Wilson. J'ai 12 ans. Et cette nuit, mon chien m'a sauvée. » Des flashs éclatèrent. « Mais ce n'est pas le vrai miracle ?» continua-t-elle. Le vrai miracle, c'est d'avoir découvert pourquoi je tombais malade. Ce n'était pas ma maladie, c'était des médicaments qui n'auraient jamais dû être dans mon corps. Un murmure parcourut la foule. Rebecca s'avança à son tour, brandissant un dossier épais. Je m'appelle Rebecca Miller, je suis enquêtrice fédérale spécialisée dans les assurances. Voici les preuves. Meridian Health a utilisé des enfants malades comme cobayes pour des substances expérimentales. 47 dossiers en tout. Émilie n'est pas une exception. Elle est la preuve vivante de cette fraude. La stupeur fut immédiate. Les journalistes bombardèrent de questions, les caméras retransmirent en direct. En l'espace d'une heure, le scandale éclata à l'échelle nationale. Les chaînes de télévision coupèrent leurs programmes, les réseaux sociaux explosèrent de colère.
Le hashtag Justice for Emily apparut dans les tendances mondiales. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. Le FBI ouvrit une enquête officielle. Des perquisitions furent menées dans les locaux de Meridian. Plusieurs cadres furent arrêtés, accusés de fraude médicale, de mise en danger volontaire de la vie d'autrui et de falsification de dossiers. Les familles des 47 enfants ciblés commencèrent à se manifester, certaines effondrées par la perte de leur enfant, d'autres révoltées d'apprendre que leur souffrance avait été orchestrée pour le profit d'actionnaires. Pendant ce temps, à l'hôpital, l'amélioration d'Emily se confirmait. Ses analyses révélaient que son système immunitaire n'était pas naturellement déficient. Il avait été saboté par les molécules expérimentales. Privée de ses poisons, son corps reprenait le dessus. En une semaine, elle marchait déjà quelques pas dans le couloir, Kaiser trottinant faiblement à ses côtés, un pansement sur la patte avant. Pourtant, leur quotidien avait pris une dimension plus grande. Avec l'aide de Sarah et Bobby, Emily lança officiellement la fondation Kaiser, un organisme dédié à financer la formation et la mise à disposition de chiens de détection médicale pour les enfants atteints de maladies chroniques. Les premiers dons affluèrent en masse. Anonymes, célébrités, familles de malades, tous voulaient participer. En quelques mois, la fondation avait déjà financé l'entraînement de 10 chiens, remis à des enfants dans différents hôpitaux du pays. Un après-midi, Emily se rendit à Dallas pour rencontrer Mia, une fillette de 8 ans souffrant d'épilepsie sévère. Dans la chambre stérile de l'hôpital, la petite avait peur, ses parents paraissaient épuisés. Emily entra, Kaiser marchant lentement à ses côtés, son harnais cliquetant doucement. Quand Mia vit le chien, ses yeux s'illuminèrent. Kaiser, malgré son âge, s'approcha avec une délicatesse infinie, posa son museau sur la main maigrelette de la fillette et battit doucement de la queue. Pour la première fois depuis des semaines, Mia éclata de rire. Emily s'assit près d'elle et dit « Lui, il a été mon ange gardien. Et toi aussi, tu auras ton propre héros. » 2 semaines plus tard, un chiot labrador formé par la fondation Kaiser fut remis à Mia. Ces moments donnaient tout son sens au combat. Emily, malgré sa notoriété, refusait de se voir comme une star. « Je ne suis pas une héroïne », répétait-elle souvent. « C'est Kaiser qui l'est. Moi, je ne suis que sa voix. » Mais pour des milliers d'enfants, elle était bien plus. Elle incarnait la preuve vivante que l'on pouvait défier la fatalité, que même un système corrompu pouvait être changé par la persévérance d'une famille et la loyauté d'un chien. À Denver, l'hôpital avait transformé l'ancienne chambre 614 en un espace de mémoire et d'espoir. Les machines qui avaient autrefois entouré Emily avaient disparu, remplacées par des fauteuils confortables, des jouets et un grand portrait de Kaiser peint par un artiste local. Sur une plaque en bronze, on pouvait lire « Ici, un chien a rappelé au monde que l'amour est un soin essentiel ». Lors de l'inauguration, Maggie, la grand-mère, posa une main ridée sur le cadre. « Quand j'ai prié cette nuit-là, dit-elle doucement, je n'ai pas demandé un miracle. J'ai juste demandé qu'Emily ne soit pas seule. Et Dieu nous a envoyé Kaiser. » Les parents d'autres enfants hospitalisés vinrent la remercier, certains embrassant ses mains, d'autres lui confiant leur peur. Maggie, toujours debout malgré les années, leur répétait « N'arrêtez jamais de vous battre, même quand tout semble perdu. » De son côté, Bobby vivait une transformation silencieuse. Lui, l'homme fatigué par les quarts d'usine et les factures impossibles, voyageait désormais pour témoigner lors de conférences. À chaque fois, il brandissait une photo d'Emily souriante avec Kaiser. « Je n'ai pas fait d'études, disait-il, mais j'ai appris que si vous ne vous battez pas pour vos enfants, personne ne le fera à votre place. » Ces mots simples, rugueux, touchaient plus fort que les discours lissés des politiciens. Sarah, elle, mit toute son énergie dans l'écriture. Son livre, Un cœur et 4 pattes, parut au printemps et devint un best-seller. Les bénéfices alimentèrent la fondation, mais surtout, il fit couler des larmes dans des milliers de foyers. Dans un chapitre, elle décrivait la nuit du 14 février du point de vue d'une mère impuissante. Je n'entendais plus les machines, je n'entendais plus les médecins, j'entendais seulement le souffle de Kaiser qui disait à ma fille « Reste avec moi ». Et Kaiser, lui, malgré son âge, semblait rajeuni. Chaque fois qu'il entrait dans une chambre d'enfant malade, son allure fatiguée s'effaçait pour laisser place aux chiens déterminés qui avaient veillé sur Emily. Les médecins eux-mêmes reconnaissaient son efficacité. Plusieurs fois, il avait détecté une crise avant qu'elle ne survienne, alertant les infirmières d'un simple aboiement bref. « Il est plus fiable que nos machines », admettait le docteur Martinez, mi-sceptique, mi-admiratif, mais même dans la gloire d'une vérité planait, Kaiser vieillissait.
Son museau devenait presque entièrement blanc, ses mouvements plus lents. Émilie le savait. Souvent, elle posait sa tête contre son flanc et murmurait « Tu as encore du temps, hein, pas vrai ? Reste avec moi le plus longtemps possible. » Et Kaiser, comme s'il comprenait, lui léchait doucement la main, fidèle promesse silencieuse. Un après-midi, alors que Maggie la regardait sourire de nouveau, elle souffla. « Tu vois ma chérie, on pensait que tu n'avais plus d'avenir, mais c'est toi qui vas donner un futur à tous ces enfants. » Émilie leva les yeux vers sa grand-mère. « Pas moi, dit-elle doucement. Nous, moi et Kaiser. » Un mois plus tard, l'affaire atteignit le Congrès. Une commission spéciale fut ouverte sur les pratiques des compagnies d'assurance et la transparence médicale. Émilie, malgré son jeune âge, fut invitée à témoigner. Le jour de l'audience, vêtue d'une robe simple, elle monta sur l'estrade, Kaiser couché à ses pieds. La salle, habituellement froide et solennelle, fut saisie par l'image de cette enfant vivante, symbole de résistance. « Je ne suis pas venue parler de chiffres », commença-t-elle d'une voix claire. « Je suis venue parler d'amour, parce que mon chien m'a sauvée, oui, mais aussi parce que mon papa a travaillé 3 emplois pour payer mes soins, parce que ma maman ne m'a jamais quittée, parce que ma mamie a hypothéqué sa maison pour moi. L'amour est ce qui m'a maintenue en vie, pas Méridiane. Et si on avait écouté Kaiser plus tôt, si on avait écouté ce que les familles en ressentent, on aurait découvert la vérité plus vite. » Ces mots arrachèrent des larmes à plusieurs membres de la commission. Le docteur Halbrook, assise à ses côtés, ajouta avec gravité « Ce que nous avons vu cette nuit-là n'est pas de la magie. C'est la preuve que la médecine ne peut pas ignorer les dimensions émotionnelles, psychologiques et même animales du soin. Kaiser a détecté ce que nos machines ne voyaient pas. C'est un collègue à 4 pattes. » La presse relaya chaque phrase. Les sénateurs, frappés par la force du témoignage, votèrent rapidement une série de mesures d'urgence. Plus de transparence sur les essais cliniques, obligation pour les hôpitaux d'intégrer des programmes de thérapie animale, surveillance accrue des compagnies d'assurance. Kaiser, de son côté, devint une icône nationale. Des photos de lui, couché près du lit d'Émilie, firent la une des journaux. Des milliers de familles envoyèrent des lettres, certaines pour raconter leurs propres expériences avec des animaux capables de pressentir une crise, d'autres simplement pour remercier le chien qui avait osé défier la mort. Mais au-delà de la gloire médiatique, le combat restait intime. Chaque soir, dans la chambre désormais débarrassée de machines, Émilie s'endormait la main posée sur le dos de Kaiser. Et chaque matin, en voyant son chien ouvrir les yeux à ses côtés, elle se souvenait de sa promesse « Nous allons sauver les autres ». 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit glaciale de février qu'on appelait désormais le miracle de la Saint-Valentin. Denver n'était plus seulement la ville des montagnes enneigées et des équipes de hockey, c'était aussi devenu le berceau d'un changement médical et social inattendu. À la télévision, on diffusait encore régulièrement les images d'Émilie, souriante malgré sa fatigue, assise sur un fauteuil roulant, Kaiser étendu à ses pieds, la patte bandée. Le 14 août, l'atmosphère du Capitole à Washington avait quelque chose d'historique. Émilie, désormais 13 ans, se tenait face à un parterre de sénateurs et de journalistes. Sa main reposait doucement sur la tête de Kaiser, plus grisonnant mais fier, portant un harnais marqué « Détection médicale certifiée ». Autour d'eux, l'assistance retenait son souffle. « Bonjour », dit Émilie d'une voix assurée qui n'avait plus rien de fragile. « Mon nom est Emily Wilson et je ne serais pas là aujourd'hui sans mon chien, Kaiser. » Elle fit une pause, caressant l'animal dont la respiration profonde emplissait le micro d'un souffle rassurant. « Il m'a sauvé, pas parce qu'il est magique, mais parce qu'il a été entraîné et qu'il m'aime. Il a senti ce que la médecine n'arrivait pas à voir. Mais surtout, il a refusé de me laisser tomber quand tout le monde me disait de dire au revoir. » Les sénateurs prenaient des notes, certains essuyaient discrètement leurs lunettes embuées. Émilie poursuivit « Le vrai miracle n'a pas été ma guérison. Le vrai miracle, c'est qu'on a découvert que 47 autres enfants recevaient les mêmes médicaments expérimentaux. 43 ont survécu quand on a arrêté leur traitement. 2 sont morts, pas de leur maladie, des médicaments. Kaiser n'a pas seulement sauvé ma vie, il a sauvé la leur aussi. » La salle fut bouleversée. Sarah, assise dans le public, serrait les mains de Bobby et de Maggie. Tous 3 fixaient leur fille avec une fierté mêlée d'une douleur indélébile, la conscience qu'elle parlait au nom des enfants qui n'avaient pas eu cette chance. Sarah et Bobby échangèrent un regard déchiré. Tout reposait sur eux. Comment choisir entre l'animal qui sauvait leur enfant et l'enfant elle-même ? « Qu'est-ce qu'Émilie voudrait ?» souffla Sarah.
Si elle pouvait décider en pleine santé, que dirait-elle? La réponse vint de l'enfant elle-même. Dans un effort surhumain, Émilie articula « Sauvez-le. S'il meurt, à cause de moi, je ne me le pardonnerai jamais. » Sa voix était frêle, mais ferme. Pourtant, Kaiser ne semblait pas prêt à obéir. Alors que des vétérinaires d'urgence, appelés en renfort, arrivaient avec du matériel, le chien fit un geste inattendu. Il leva la tête avec peine et la posa directement sur la poitrine d'Émilie, juste au niveau de son cœur. Les moniteurs s'emballèrent. Émilie, qui vacillait encore, vit ses constantes bondir à des niveaux jamais atteints depuis des mois. Son taux d'oxygène remonta, ses marqueurs immunitaires se régularisèrent. Le docteur Martinez, stupéfait, balbutia « C'est comme s'il lui transférait sa force vitale. Regardez les chiffres. Plus il faiblit, plus elle se renforce. » La pièce devint une ruche frénétique. D'un côté, l'équipe vétérinaire tentait de maintenir Kaiser en vie, branchant une perfusion d'urgence, surveillant ses constantes. De l'autre, les médecins de l'hôpital, les yeux rivés sur les écrans, observaient la résurrection d'Émilie. Deux existences, liées par un fil invisible, se battaient côte à côte. Maggie, posée au milieu du chaos, murmura avec la sagesse de ses années « Ils se battent ensemble. Lui, il tient juste assez longtemps pour la sauver. Elle se renforce assez vite pour le sauver à son tour. » Ces paroles résonnèrent comme une vérité ancestrale, évidente mais bouleversante. La tension monta encore d'un cran quand la voix d'un vétérinaire claqua. « On le perd! Ses ventricules lâchent !» Mais au même instant, l'écran d'Émilie montra un bond de ses défenses immunitaires, comme si son corps retrouvait une vigueur qu'on lui avait volée. Sa peau reprit des couleurs, ses yeux se rouvrirent avec clarté. Elle inspira profondément, sans l'aide de la machine. « C'est impossible !» souffla le docteur Halbrook. « Ses marqueurs auto-immuns, ils redeviennent normaux. Elle guérit. » Ses yeux, incrédules, passaient de la fillette au chien. Kaiser, à bout de force, était devenu le catalyseur d'une guérison que la médecine n'avait pas su offrir. À ce moment, les portes s'ouvrirent de nouveau. Le directeur de l'hôpital entra, suivi d'administrateurs furieux. « Docteur Halbrook ?» lança-t-il d'un ton sec. « J'exige une explication. Pourquoi nos protocoles ont été violés ? Pourquoi les médias, alertés par des vidéos qui circulent déjà, campent devant l'hôpital ? On me parle de miracles insensés. » Le contraste entre l'autorité glaciale de l'administration et la scène miraculeuse sous leurs yeux était brutal. Kaiser, tremblant, haletait, mais gardait son regard d'ambre fixé sur Émilie. La fillette, rouge de vie, serrait sa patte contre elle. Les machines confirmaient l'évidence. Là où la médecine avait échoué, l'amour d'un chien avait triomphé. Tous les regards se tournèrent vers le docteur Halbrook. Elle savait que ces mots décideraient du sort de Kaiser, d'Émilie et peut-être de l'avenir de l'hôpital. Elle inspira profondément et planta ses yeux dans ceux du directeur. « Vous voulez une explication ? La voici. Cet enfant est en vie grâce à ce chien. Vous appelez ça une violation. Moi, j'appelle ça de la médecine. » Le directeur de l'hôpital resta figé, le regard glacé, entouré de ses administrateurs. Les caméras de quelques journalistes, parvenus à se glisser jusqu'au couloir malgré la tempête de neige, captaient déjà l'agitation. L'affaire n'était plus une simple violation de protocole, c'était devenu une scène publique. « Docteur Halbrook, tonna le directeur, vous avez mis l'hôpital en danger. La responsabilité légale, les protocoles brisés, le chaos médiatique, tout cela vous retombe dessus. » Mais Margaret Holbrook ne baissa pas les yeux. « Ce chien n'est pas un intrus. C'est une thérapie vivante. Regardez les chiffres. Regardez cet enfant qui devrait être mort depuis des heures et qui respire sans assistance. Si vous voulez qu'on arrête ça, alors dites-le devant ses parents, devant ses grands-parents, devant les caméras. Allez-y. » Le silence s'épaissit. Les administrateurs échangèrent des regards nerveux. Le directeur ouvrit la bouche, mais une voix l'interrompit. C'était Rebecca Miller, toujours là, tenant dans ses mains un dossier épais de documents. Son ton claqua comme une gifle. « Ce que vous essayez de protéger n'est pas l'intégrité de l'hôpital. C'est la couverture d'une fraude.